On va essayer de monter les aigus. Bien, bonsoir à tous. Donc, vous n'êtes pas sans avoir constaté que nous avons dû changer le thème, puisqu'à l'origine, c'était une conférence de Daniel Masson sur Gustave Thibon qui était prévue. Mais son époux est décédé. Donc, là, il a été difficile. Dans un premier temps, elle pensait pouvoir venir, et puis là, c'était trop compliqué, elle a trop de choses devant elle. Et que lorsqu'elle m'a appris ça, comme il venait, c'était juste après le 14 avril, j'ai rapidement essayé de monter donc, une causerie. C'est un type un petit peu original, hein, parce que d'habitude, on fait toujours une causerie, en fait, on fait ensuite des questions-réponses, pendant que ceux qui le souhaitent peuvent prendre des pizzas et déjeuner. Donc ça, c'est le format classique. Les musiques arrivées de faire différemment, puisqu'on a fait également des débats, hein, souvenez-vous, entre Julien Langela et le professeur Alain Vinal. Donc cette fois-ci, on va faire un petit peu différemment. Je vous propose, donc c'est une première, d'essayer de faire des témoignages, des présentations et des témoignages. Donc c'est moins formel, ça sera peut-être un petit peu plus vivant. Donc ce que je vous propose, c'est qu'après chaque intervenant, on pose quelques questions-réponses et puis ensuite on passe à l'intervenant suivant. D'accord ? On devrait avoir trois, peut-être 4 intervenants si la personne arrive. Donc sur le thème, c'est globalement la Syrie, mais l'attaque. L'attaque. Alors pour tout vous dire, j'ai eu un petit problème sur le titre de la causerie. Je ne savais pas quoi mettre. Je me suis dit, agression c'est beaucoup, guerre c'est un peu fort, donc j'ai mis attaque. Mais en fait, c'est peut-être une... En tout cas, le 14 avril, la France a mené ce qu'on appelle classiquement une action de guerre en Syrie. Il ne faut pas se tromper. Ceci dit, 2 semaines après, tout ça était complètement sorti des radars, complètement oublié. Aujourd'hui, est-ce qu'on se souvient encore qu'on a mené une action de guerre? Je pense qu'en 1939, on aurait appelé ça une drôle de guerre. Hein. Vous vous souvenez, la drôle de guerre, c'est pendant plusieurs mois, les Français et les Allemands s'effacent, il y avait 0 mort. Et d'un seul coup, tout est pété. En tout cas, le terme de guerre est d'une certaine façon réfuté par le président de la République qui dit avoir ordonné un raid de représailles légitimes. Donc, le poids des mots est important, hein. C'est pas pour rien, hein. Raid de représailles légitimes. Alors, je me suis dit ça. Que veulent dire ces 3 mots? Alors, pardonnez-moi, je vais vous lire tout de même. Hein. Alors, un raid. Un raid, c'est un terme anglo-saxon désignant une opération militaire ponctuelle. On est en plein dedans. D'assaut, de pénétration profonde en territoire ennemi. Pour y pratiquer la reconnaissance, ou plus exactement la collecte de renseignements. Collecte de renseignements. Moi, je vous propose de retenir donc le terme collecte de renseignements. Alors maintenant, l'expression représailles, que veut-elle dire? Alors, les représailles, c'est une vengeance exercée en temps de guerre ou de conflit armé à l'encontre d'ennemis ou de populations civiles à la suite d'actions militaires, de guérilla ou terroristes. Les représailles sont considérées comme des crimes de guerre. Là, dans le choix des mots. Donc, je vous propose de retenir le mot, l'expression crime de guerre, contraire à la loi internationale. Important, hein. Une représaille, c'est un crime de guerre contraire à la loi internationale. Je ne sais pas qui lui a préparé son discours. Et enfin, légitime, qui a les conditions requises par la loi. Donc cette fois-ci, il y a la loi. Alors en fait, si je reprends vraiment les définitions qu'on trouve partout, la phrase du président de la République, ça donnerait « J'ai décidé un crime de guerre au nom de la loi
pour collecter les renseignements. Honnêtement, ça n'a aucun sens. Évidemment, ça n'a aucun sens. Donc le sens, moi, faute de sens, moi je propose de nous replier sur l'action militaire. Là c'est concret. La France a attaqué. Comment a-t-elle attaqué? Avec quels moyens? Voilà, qu'on est à Toulon, c'est une ville de marins, donc on va voir que les marins ont été particulièrement impliqués dans l'opération. Alors, petite précision, je ne vais pas sortir de secrets militaires, d'informations, de scoop. Je vais essentiellement utiliser ce qui est dans le domaine public, ce que j'ai trouvé dans le domaine public, que vous pouvez trouver pratiquement tout sur Internet. Alors, la France, elle a attaqué dans le cadre d'une coalition interalliée, américano-anglaise, française. On ne peut pas dire que c'est entre les États-Unis et l'Europe. L'Angleterre a quitté l'Europe. Donc on ne peut même pas se couvrir d'une action européenne. Donc, interalliée, mais également une opération interarmée. Armée de l'air, marine. C'est ce qu'on appelle classiquement une opération interarmes, interalliée. Ce sont des opérations, c'est un type d'opération bien connu des militaires, mais c'est celles qui sont les plus délicates, les plus difficiles à organiser. Donc on a mené, d'un point de vue militaire, une opération difficile à mener. Une opération pour laquelle la France est sortie de la légalité internationale en s'affranchissant du feu vert de l'ONU. Ce n'est pas la première fois. On l'avait déjà fait pour la Serbie, dans le cadre de l'OTAN. Donc en fait, on ne peut pas dire que c'est la première fois, c'est la deuxième fois. Mais on ne peut pas s'abriter derrière le droit international. Cette opération, elle a pris le nom de code Hamilton, et sa préparation date d'1 an à peu près. C'est-à-dire qu'elle avait été préparée dès le mois de mai 2017. En tout cas du côté français. Alors qu'est-ce qu'elle a engagé du côté français? Elle a engagé 3 frégates frênes. Je vous expliquerai, pour ceux qui ne le savent pas, ce que c'est que des frégates frênes. Une frégate de défense antiaérienne, de type Horizon. Une frégate anti-sous-marine. Un bateau ravitailleur. 5 Rafales. 2 AWACS, vous savez, ce sont les gros avions américains qui survolent pour coordonner. 6 avions ravitailleurs. On verra que les avions sont partis de France et non pas du porte-avions, donc il a fallu les ravitailler. Il y a eu plusieurs ravitaillements, je dirais 4, je crois même 5 ravitaillements. Et 4 Mirages. Donc au total, la France, rien que la France, a engagé 17 avions et 6 bâtiments. 6 bâtiments de guerre. Donc ce n'est pas une petite opération. Ces moyens ont permis de tirer 12 missiles de croisière français. Au total, il y a plus de 100 missiles qui ont été lancés sur 4 objectifs. Chaque pays avait un objectif propre. Il y avait un objectif commun qui était Hobbs. Sachant que Hobbs, vous n'êtes pas sans savoir que le diocèse de Fréjus-Toulon est jumelé avec la ville d'Hobbs. Donc, sur Hobbs, nous avons envoyé, je dis nous, les trois alliés, 9 Tomahawk américains, ce sont des missiles de croisière puissants. 8 missiles britanniques, qui sont à peu près les mêmes, c'est fait par MBDA, les mêmes que les Français. 3 missiles de croisière navale, c'est la grosse nouveauté de cette opération, ce sont les Français qui les ont envoyés, et 2 missiles français Scalp, envoyés par les Rafales. Ça, c'est sur Hobbs. Je ne parle pas de l'autre site qu'on a bombardé. Alors, en fait, d'un point de vue militaire, ça nous a permis, nous, Français, soyons clairs, de tester des armes nouvelles. Pas que nous. Ça a permis aux Américains aussi de tester leur nouveau missile de croisière, JASM, Joint Air to Surface Stand-Off Missile, dans sa version allongée, donc un missile qui va très loin.
les missiles français vont jusqu'à 1000 km. Les missiles de croisière, tirés à partir de bateaux, les missiles tirés à partir de Rafale, nous en avons déjà tiré en Libye, vont jusqu'à 400 km. Tout ça, c'est dans le domaine public, je ne dévoile aucun secret militaire, bien entendu, je vous fais une synthèse. Sachant que les missiles de croisière les plus puissants sont les missiles russes. Ils vont beaucoup plus loin, sont beaucoup plus puissants. Donc, pour la France, ça nous a permis d'éprouver nos missiles de croisière, pour la première fois. En fait, les tests de bateaux avaient été réalisés en 2015. Mais il n'y a pas que ça pour la France. Ça nous a permis de tester nos frégates FREMM. FREMM, ça veut dire frégate de multimission. Multimission, c'est-à-dire que certaines frégates peuvent être orientées pour la lutte anti-sous-marine, d'autres peuvent être orientées pour la lutte anti-aérienne et d'autres contre la terre. C'est un concept complètement original que nous avons mis, que la France a mis au point. La France, je reviens sur le missile de croisière, est le seul pays, à part les Russes et les USA, à être capable de réaliser de bout en bout ce type de missile. Les Américains permettent aux Anglais de les utiliser, mais les Anglais ne savent pas les faire. Donc, nous ne sommes que 3 pays à être capables de les réaliser de bout en bout. Les avoir utilisés, avoir tiré sur la Russie, c'est un atout indiscutable pour notre industrie de défense. Jean-Vassili, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, pardon. Pardon. On viendra. Surtout, reprenez-moi, je m'emballe. Comme je suis d'une génération un peu âgée, j'ai encore des réflexes un peu vieillots. Ça va passer, j'espère. Donc, nous avons testé, en particulier, donc pour la France, des missiles de croisière navale et de nouvelles frégates. Il n'y a pas que ça qu'on a testé. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était une opération difficile parce qu'il fallait coordonner des différents alliés et il fallait coordonner l'armée de terre et l'armée de l'air. En particulier sur le fait qu'il faut que tous les missiles, qu'ils soient air ou mer, arrivent en même temps sur la cible. Pour saturer l'adversaire, pour saturer la défense antimissile. Donc il faut que tout arrive en même temps. Ça c'est fondamental, c'est très important. Donc pour ce faire, pour coordonner, on a utilisé un nouveau système qu'on a mis au point, en tout cas l'armée de l'air en disposait, mais pour la marine, ce sont les liaisons de données tactiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute l'opération aérienne, et ça aussi c'est une première, a été placée sous le commandement tactique de la France. C'est la première fois. Donc la France a complètement dirigé l'opération aérienne. Donc, la coordination a été réalisée grâce à ce système de liaison de données tactiques. J'ai parlé des missiles de croisière, des FREMM, des liaisons de données tactiques. C'est d'autant plus important que là, il s'agit de missiles de croisière tirés de bâtiments de surface. Très très peu de pays savent tirer des missiles de croisière de bâtiments de surface. Les Anglais ne savent pas. Donc je vous fais le compte. Il y a la Russie, les USA et nous. C'est tout. On va fermer le banc. C'est très important. Pourquoi? Parce que la Marine nationale est en train, donc, et l'industrie navale française est en train de réaliser un gros programme de changement de ces sous-marins nucléaires, vous savez, de ces sous-marins d'attaque. Vous savez qu'à Toulon sont basés les 6 sous-marins nucléaires d'attaque. Ils vont être changés, donc ça va devenir des sous-marins Barracuda, de classe Suffren, devrait sortir cette année. Et sur ces Barracuda, il y aura des missiles de croisière et il y aura des liaisons de données tactiques. Ce qui est une première, on n'a jamais mis de liaison de données tactiques sur les sous-marins.
Alors bien entendu, le missile de croisière ne sera pas tiré tout à fait de la même façon. Pourquoi? Parce qu'à partir d'un bateau, c'est un peu comme une, je dirais, c'est un peu comme une torpille. C'est pour ça que j'ai mis un fil, on tire, ça part d'un aster, ça part en l'air. D'un sous-marin, ça part sous l'eau. Il y a donc à opérer ce qu'on appelle un changement de milieu. C'est-à-dire que le missile part dans une sorte de coquille sous l'eau. Ensuite, lorsqu'il sort de l'eau, la coquille s'éjecte, il se stabilise, il cherche sa cible, et ensuite il va raser, un peu comme l'Exocet, il va raser le paysage. Donc, missiles de croisière, on a testé, on a éprouvé nos missiles de croisière, on a éprouvé, on appelle ça, les industriels au niveau international appellent ça work proven, on a éprouvé nos frégates frères et on a éprouvé nos liaisons de données tactiques. Alors les frégates frères, je vous ai dit que c'était D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la marine française, pendant des années et des années, elle ne faisait pas la guerre, elle transportait essentiellement des troupes. Prenons l'opération Suez, par exemple, il y avait beaucoup de bâtiments. Il y avait 52 bâtiments de français de guerre et 53 bâtiments civils qui avaient été pris, mais on transportait des troupes. On a fait la guerre en Libye. Là, la marine a été engagée complètement au niveau matériel et au niveau des hommes, jusqu'à l'os. Et clairement, et je pense que c'est un bien pour la marine française, parce que l'armée de l'air avait réappris à faire la guerre. L'armée de terre, n'en parlons pas, l'armée de terre, elle fait la guerre partout. En ce moment, elle est au Mali, elle est en Irak, enfin, l'armée de terre, elle est partout. Souvenez-vous de l'Afghanistan, souvenez-vous donc de l'embuscade d'Afghanistan, hein, où le 8e RPIMA avait eu 11 morts. L'armée de terre, elle est vraiment à la peine. La marine a été épargnée. Et là, avec la Libye, ça a vraiment essentiellement été la marine qui a été engagée, au point d'ailleurs en Libye que, à ce moment-là, on est devenu en Europe, on a surclassé la Navy. Parce que la Navy n'avait plus de porte-avions, et donc c'était une opération aéronavale. Donc on est devenu, ça faisait longtemps, hein, la dernière fois qu'on avait surclassé la Navy, tout de même, c'était sous Louis XVI. Hein. Souvenez-vous, c'était sous Louis XVI, dans la guerre des États-Unis. Ça faisait un bail tout de même. Donc là c'était pas mal, mais là ils viennent de construire des sous-marins, donc là c'est perdu, on est en train de perdre notre. Par des sous-marins, des porte-avions, pardonnez-moi. Donc on est en train de perdre notre avance. D'ailleurs, avec ce qui s'était passé avant la Libye, certains disaient sur nos bateaux, avoir des canons, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien, il ne faut plus avoir de canons. Puis en fait, on a été bien contents d'avoir nos vieux bâtiments, je dis bien nos vieux, avec des canons de sang, parce que qu'est-ce qu'on a fait là-bas? On a fait une guerre de canonnières, un peu la canonnière du Nangtse-Kiang. On s'est retrouvés en 1900, on a fait une politique maritime de canonnières. C'est assez incroyable, on ne s'y attendait pas. Hein. De nombreux spécialistes disent oui, on ne sait plus la peine. On met des missiles, ça suffira. Et maintenant, les canons, la preuve, c'est bien utile. Et puis, bingo, en Syrie, c'est reparti. Et la marine est engagée. Cette fois-ci, ce sont 3 frégates FREMM qui vont être engagées. Alors, le programme FREMM, c'est probablement le programme maritime le plus ambitieux, pratiquement le plus ambitieux de la Marine nationale. Son objectif, à l'origine, c'était de réaliser 17 frégates FREMM. 17. Essentiellement, action sous-marine, action vers la terre, mais aussi des FREDA, donc pour l'anti-aérien. 17 frégates FREMM pour remplacer plusieurs types de navires. Alors là, excusez-moi, ça va être rapide, parfois je vais être un petit peu technique. Les F-67 ASM, les F-70 ASM et les Aviso A-69. Tout ça devait nous permettre d'homogénéiser notre marine. C'est tout de même futé, parce qu'à chaque fois on faisait quelques bateaux, puis à chaque fois on en faisait un autre, puis à chaque fois on réinvente la poudre. Et je ne vous dis pas, au niveau informatique, à chaque fois on réinvente la poudre. Là, la DGA et la marine ont été futés, ils ont dit non, on va faire un bateau type qui fera la lutte anti-sous-marine, la lutte anti-aérienne, la lutte contre la terre, et qui va remplacer différents types de bateaux. Pourquoi?
Parce que pour la maintenance, on aura les mêmes pièces, beaucoup plus faciles. On aura les mêmes pièces, et puis nos marins, au lieu de les former à des bateaux différents, ils sont interchangeables. Donc au niveau de la formation des marins, on pourra optimiser, d'autant plus qu'on a même du mal à avoir des marins et à les former. Donc c'était une bonne idée pour homogénéiser donc, notre flotte, avec des remontées en termes de formation des équipages, d'entretien, de gestion des pièces de rechange. Malheureusement, au final, c'est pas 17 frêmes que nous allons faire, mais c'est 6 frêmes anti-sous-marines et 2 frêmes anti-aériennes. C'est-à-dire, on va faire simplement 8 frêmes. 8 au lieu des 17. Donc là où on comptait faire des économies de coûts, ça va réexploser. Ça va réexploser parce que bien entendu les coûts étaient réduits parce qu'on en faisait 17 à partir du moment où on en fait 8. Ben, les coûts repartent à la hausse, évidemment. Tous ces bâtiments frênes seront équipés du missile de croisière naval. Tous. C'est donc en Syrie que pour la première fois, les frênes ont été engagés. Là encore, c'est un signal fort pour notre industrie navale de défense. Vous voyez que je ne parle pas de morale, est-ce qu'il fallait d'un point de vue moral, de ligne rouge, Non, moi je parle d'action militaire et d'intérêt pour notre industrie de défense. Alors tout ça, a priori, c'est bel et bon. Le lendemain, on a un peu clair des victoires, un peu rapidement parce que presque immédiatement, donc ça c'était l'opération lieu le 14 avril, le 17 avril, on a commencé à parler et à écrire, parce que ça va vite maintenant. Ça va vite. On se demande comment l'information circule. On a commencé à parler de couacs. Il y aurait eu des couacs. Aïe aïe aïe. En fait, sur les trois frégates, il y en avait 2, la frégate Aquitaine et la frégate Auvergne, qui étaient censées tirer des missiles de croisière, des salves. Et elles n'ont pas tiré. Et heureusement, on avait mis en réserve, ailleurs, une autre frégate, frère, la frégate Languedoc. Et c'est elle qui a tiré finalement. Donc, ça c'est su tout de suite. Il y a tellement de communication maintenant, est-ce qu'il y avait des journalistes à bord? De s'autoriser à le penser. En tout cas, je n'ai pas d'informations sur le sujet. En tout cas, l'information est sortie vite. Donc, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et là, tout de suite, on a dit, bon, il y a un bug informatique. C'est parce qu'il y a un bug informatique. Bingo. Puis on verra plus loin. On attend des explications. Ça, c'était le 17. Ça a commencé à faire du bruit sur la ligne. Ça fait un peu désordre. Parce que là, je suis en train de vous dire, au niveau international, on a fait des missiles de croisière, on a fait des frênes, on a fait des données tactiques. Enfin, ça a fait du merde, ça a merdé. Alors bon, c'est pas bien grave, parce qu'il y a tout de même des missiles qui sont faits. Je ne parle pas pour la Syrie, je parle pour notre industrie de défense. Nos missiles sont partis. Quelques jours plus tard, le 22 avril, là, sur Internet, c'est fou sur Internet maintenant. Je ne veux pas dire que tout se fait sur Internet, mais c'est incroyable ce canal de communication. Sur Internet, j'ai suivi, alors il y a des sites Internet spécialisés dans le monde militaire, il y en a en particulier qui est intéressant, qui s'appelle OPEX 360. Si vous voulez avoir des renseignements sur le monde militaire français, quel qu'il soit, OPEX 360. Avant, il y avait Dominique Merchel, vous savez plutôt OPEX 360. Et là, j'ai lu les échanges, et les gens, ils ramènent leurs fraises. Et puis j'ai trouvé tout de même là, il y en a un qui est assez futé, le 22, qui dit, je le cite, « Ce qui est bizarre, c'est que les Américains ont tiré depuis la mer Rouge. Les navires américains qui étaient à proximité de la Syrie se sont bien gardés de frapper. Comme s'ils craignaient une réaction disproportionnée russe. Sauf erreur de ma part, les Anglais n'ont pas tiré depuis leur navire. Je ne connais pas la position de nos frégates au moment du tir, mais est-ce que l'état-major n'aurait pas jugé plus prudent d'utiliser une seule frégate
plus en retrait, la troisième, vous vous souvenez, le Languedoc. Et plutôt que d'avouer qu'on n'était pas si confortable que ça, on a inventé une histoire de bug informatique. Et futé, le plus, hein. En tout cas, il a de l'imagination. Cela dit, j'imagine que les missiles ont été testés sur les frégates. Pourquoi ça décolle le jour J? Autre question. 3 frégates identiques disposent de 2 logiciels différents? C'est étrange. 2 frégates buggées informatiquement et pas la troisième? À mon avis, on nous balade. Donc il a fallu 3 jours pour que les gens disent l'excuse avancée, elle ne tient pas tellement la route. Et alors, le 4 mai, alors là, nouveauté. Cette fois-ci, c'est le journal Le Point. Je ne sais pas comment ils sont informés. Et alors, le journal Le Point, il nous révèle, gros titre, le secret. Waouh! Ben, en fait, le secret, c'est que quand l'opération Hamilton a été déclenchée, il y avait du monde en Méditerranée. Tu m'étonnes. Trump avait téléphoné à Poutine pour le prévenir. Donc il y avait du monde en Méditerranée orientale. Outre les navires français, américains et britanniques, quasiment tous les navires russes habituellement basés à Tartous, en Syrie, avaient appareillé quelques jours plus tôt. Ah oui, on les prévient, c'est... Une fois l'opération, je cite Le Point, une fois l'opération lancée, les choses ne se passent pas comme prévu. L'attitude inamicale de 2 navires russes présents dans la zone, dont la frégate de nouvelle génération Amiral Grigorovitch, empêche les marins français de tirer leurs missiles dans la fenêtre de tir d'une poignée de minutes. Effectivement, la fenêtre de tir est très brève, sinon après ils ne peuvent plus tirer. Résultat, seuls 3 MTCL ont été tirés par la 3e frégate. Ça, c'est le point qu'il révèle. D'une certaine façon, il confirme un peu l'internaute qui avait senti qu'il y avait baleine sous le pavillon. Ensuite, il y a le Times qui se met dans la boucle. Les frênes françaises, dit le Times, n'auraient pas été les seuls à être gênés au moment de lancer leur missile de croisière. Le SNA britannique, rappelez-vous, je vous ai dit que les Britanniques ne savent pas lancer de missiles de bâtiments de surface. Mais ils savent les lancer, ils ne savent pas les construire non plus. Ni les construire, ni les lancer de bâtiments de surface. Mais ils savent les lancer de sous-marins en intégrant des Tomahawk, des missiles, d'ailleurs franco-anglais. Donc, je reprends, le SNA britannique qui se trouve en Méditerranée orientale pour lancer des BGM-109 Tomahawk, aussi des Américains, aurait été chassé par 2 sous-marins russes de la classe Kilo. Un couac informatique, là, aussi. En outre, une semaine avant cette opération, la frégate Aquitaine, qui était derrière la première, avait été survolée par un avion russe Su-24 Fencer, affichant une posture agressive. Donc indiscutablement, cette opération, qui était complexe à mener, en plus, elle était parasitée, et ça s'explique facilement, par la présence de la marine russe, qui visiblement, les bâtiments russes étaient très près. Donc si vous lancez un missile, il part, il redescend, il se mord de l'eau, et là il va chercher sa cible. Mais s'il y a des bateaux dans tous les coins et que vous tirez, que vous touchez un bâtiment russe, là par contre, ça fait désordre. Donc au lieu d'un bug informatique, je pense que les commandants de bâtiment, ils ont dû mesurer un petit peu la capacité. Je ne sais pas, pour les plus anciens, je ne sais pas si vous vous souvenez de la série Les 5 dernières minutes avec l'inspecteur Bourrel, je parle de ceux qui sont déjà... qui ont des cheveux blonds, mais bon sang, c'est bien sûr, vous êtes l'inspecteur Bourrel. Bien sûr, un raid, c'est fait pour prendre des renseignements. Donc on espérait bien prendre des renseignements sur les bâtiments russes, et les Russes aussi, s'ils sont présents, c'est qu'ils espèrent prendre des renseignements sur nos nouvelles armes, et en particulier nos missiles. Donc évidemment, il y a une opération cachée derrière tout ça, c'est effectivement la collecte de renseignements. Évidemment, la présence des bâtiments russes à 50, c'était fait pour prendre du renseignement. Comme nous aussi, nous l'avons fait, ça c'est la marine qui l'a reconnu, nous l'avons fait aussi sur eux.
c'est le général Zimmermann, le général Zimmermann qui l'a dit. On l'a fait bien entendu sur eux, ça nous intéressait. Et puis les internautes, ils ont continué. Ah, les internautes, ils n'arrêtent pas hein, sur Internet, c'est pas croyable. Hein. Alors il y en a un qui dit, je les ai recherchés, hein, les mails c'est intéressant, parce qu'ils s'engueulent entre eux. Il y en a un qui dit, c'est peut-être justement pour cette raison que 2 des 3 frères ont décidé de ne pas tirer leur MDCM. Et idem pour le SNA anglais Astute. Le comité d'accueil russe était là depuis longtemps. Côté américain, la multiplicité des plateformes et la longe du Tomahawk qui va plus loin que le missile français. Celui qui va... Alors, je vous ai dit, hein, ça va 1000 km. Les Américains vont plus loin et les Russes vont beaucoup plus loin. Ont permis de se servir de l'USS Cook comme d'un leurre. Donc ils avaient mis en Méditerranée un leurre pour attirer les Russes, alors que les Tomahawks étaient tirés depuis la mer Rouge et depuis le golfe Persique. Donc là, visiblement, les Américains ont été, je dirais, plus futés que nous. Sans aucun risque d'être suivis de trop près par les radars et équipements électroniques russes. On est en plein dans la guerre électronique. Tout ceci laisse penser que dans cette opération Hamilton, le plus important militairement parlant n'était pas les bombardements eux-mêmes, mais plutôt les suivis respectifs des systèmes de surveillance et de brouillage adverses. On est loin des lignes rouges et des justifications morales. Et puis il y a un autre internaute qui dit, et il a raison, nous sommes tous dans les hypothèses. Il a raison. Celle que je préfère, c'est que les 2 frères, trop courtisés par les frégates russes, ont préféré ne pas tirer leur salve dans la mesure où il ne fallait pas risquer de montrer trop de choses aux Russes, fonctionnement du missile de croisière dans sa phase de mise à feu, des prises de trajectoire, important. Il y avait par ailleurs suffisamment de backup, une 3e freine plus loin, et un Rafale en réserve pour faire le job comme prévu initialement, même sans leurs 2 salves. Quand on est solide, on a le luxe de pouvoir faire des choix, et j'ai la faiblesse de croire que nos forces armées étaient solides et sur l'air. En fait, je pense que là, visiblement, les forces armées françaises ont fait absolument ce qu'il fallait faire. Au final, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? C'est le chapitre même des conclusions. Moi, je vous propose 2 conclusions. Conclusion, comme je l'ai dit, certainement pas morale. Militaire et politique. Au point de vue militaire, c'est indiscutablement pour la France un point fort. Alors, soyons clairs, d'un point de vue militaire, je pense qu'on n'est pas prêt de connaître la vérité. La vraie vérité. On n'est pas prêt de connaître la vraie vérité. Et c'est une bonne chose. Je ne vois pas pourquoi ces informations circuleraient. Alors on peut essayer, ils le font, de comprendre, mais c'est une bonne chose. Alors je vous dis c'est un point fort d'un point de vue militaire, pourquoi? En fait, avec cette attaque sur la Syrie, la France vient d'entrer dans le club très fermé des nations capables de lancer un missile de croisière depuis un navire, je vous l'ai dit. 3 pays. Amérique, Angleterre, Russie et France. 4 pays, pardon. Sachant que les Anglais, je vous l'ai dit, ils n'ont pas développé leur missile, ils l'ont intégré. Donc, c'est tout de même un point fort. Sachant que la France fait déjà partie des 9 nations au monde qui possèdent l'arme nucléaire. Sachant également qu'elle fait partie des 5 nations dont les bâtiments sont à propulsion nucléaire. Quand on parle du nucléaire sur les bateaux, il y a l'arme, mais également la propulsion nucléaire. C'est le cas du Charles de Gaulle. Elle fait également partie des 4 nations étant capables de concevoir un avion de chasse de A à Z. 4 nations seulement savent le faire. Et enfin, la France fait partie des 2 seules nations capables, sur un porte-avions, d'utiliser le catapultage. Donc, nous augmentons, je dirais, le fait que nous sommes dans le pelon de tête au niveau de l'industrie militaire. Pour mémoire, le missile de croisière, donc je vous l'ai dit, sera intégré sur nos nouveaux sous-marins d'attaque. Vous vous souvenez, on en a beaucoup parlé, que nous avons vendu également des sous-marins à l'Australie.
En échange, on va leur apprendre à faire des sous-marins de type Barracuda. Bien entendu, sur ces sous-marins, il n'y aura pas la propulsion nucléaire, et évidemment, il n'y aura pas la propulsion nucléaire, mais le système de combat, en plus, ne sera pas français, mais il sera américain. Il faut savoir que pour que les Australiens achètent, grosso modo, ce sont de très très bons sous-marins, les Barracuda, ce sont des bâtiments océaniques, les Barracuda, il a fallu qu'ils demandent l'autorisation à Obama, qui a dit oui, je veux bien, mais une condition, les armes, elles ne sont pas françaises. Voilà, donc c'est un point fort militaire. Alors au point de vue politique, alors là c'est clairement un point faible d'un point de vue politique. D'abord, Trump, qu'est-ce qu'il cherche en envoyant des salves de missiles de croisière sur les objectifs désaffectés? Parce que c'est bien sur les objectifs désaffectés qu'on a envoyé des missiles de croisière. Plus de 100, pas un seul mort. Il l'avait déjà fait en 2017 sur une base aérienne. Base désaffectée. Là, il recommence. Sur des immeubles et des bunkers vides. Quel est le sens? Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, cette politique, elle est démonstrative. Envoyer une centaine de missiles de croisière, tout de même, c'est faire une démonstration de force. Il fait une démonstration de force qui peut frapper partout, à tout moment, et sans risque. Mais d'un autre côté, on apprend qu'il veut quitter le Moyen-Orient. Là aussi, le sens de la politique américaine là-bas, on ne voit pas très bien. Mais le pire, c'est le chef des armées. Hein. Comment il a pu se laisser entraîner aussi vite dans un jeu qu'il ne maîtrise pas? C'est pas nous qui avons maîtrisé cette opération. Alors je comprends bien, on tente de reprendre pied dans un conflit qui nous échappe. En grande partie, hein. En Syrie, la France, on est inexistant. Autant on a joué un rôle important, et peut-être qu'on va en discuter tout à l'heure, autant maintenant ça nous échappe complètement, militairement et diplomatiquement. Mais je dirais, dans une situation aussi confuse pour la France, il est urgent qu'elle prenne ses distances et qu'elle se définisse une ligne stratégique et politique qui lui soit propre, française au Moyen-Orient. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Il n'y a même pas de ligne européenne, hein, c'est la catastrophe. Donc, d'un point de vue diplomatique, politique et diplomatique français, c'est pas du tout un point fort. Voilà ce que je voulais vous présenter sur l'opération d'un point de vue un petit peu technique, et je vous propose là de répondre à quelques questions avant de passer donc au deuxième intervenant. Est-ce que, vous auriez des questions sur ce que je viens de vous évoquer? Oui. On dit que sur les 170 missiles envoyés par les anglo-saxons et les français qui sont supplétifs de l'OTAN, les Russes en ont récupéré à peu près 50 à 60, de façon à les analyser. Oui, ça semble être, ça ne doit pas être le cas, ça semble être la désinformation, ce qui est posé. Je ne sais pas. Ça semble être de la désinformation. C'était des informations. Oui, mais a priori, je pense que là, c'est la désinformation. Ça pourrait être le cas. De toute façon, les Russes avaient déjà récupéré des Tomahawks. Nos missiles de croisière, nous, on fait exploser, donc ce n'est pas les nôtres. Donc ils avaient déjà récupéré, je ne sais plus, ils avaient déjà récupéré un missile américain, donc ça n'apporterait pas grand-chose. Et ça, c'est de la guerre de code, c'est bonne guerre, si j'ose dire. Il semblerait que non. Alors dans un premier temps, ils ont affirmé effectivement en avoir détruit, et puis après, du moins que la défense antiaérienne syrienne en aurait détruit. Ça ne semble pas être le cas. Alors là, je marche sur des œufs, parce que, comme je l'ai dit, il y a un petit peu, ça ne semble pas être le cas. Ça ne semble pas être le cas. Là, on les a, vous imaginez, hein, on a envoyé plus de 100, non pas 170, mais plus de 100 missiles sur 4 cibles. Vous imaginez des missiles de croisière. Hein. Des paquets. Hein. S'il vous plaît. Sur les 100 missiles, s'il vous plaît, combien est-ce que ces 100 missiles ont touché leur cible? A priori, il semblerait qu'ils aient tous touché leur cible. Ce sont des missiles de croisière et ils ont une précision métrique. Entre 3 et 5 mètres. Donc on aurait 100 missiles lancés. Plus de 100 missiles qui auraient sur les 4 possibles. Oui. Touchés. Non, oui. Alors, j'ai dit une bêtise, il y en a un qui n'a pas fonctionné. Côté français, c'est un missile Scalp sur un Rafale. Autant pour moi. Mais il n'est pas tombé dans le domaine. Enfin, en Syrie, on l'a tiré en mer. Hein. On l'a fait partir en mer.
Ça, c'est un dysfonctionnement. Il a fait un rond dans l'eau. Ouais. Voilà. Oui. Tout cela est préparé Depuis un an. Depuis un an. Tout ça a été préparé Bien avant. très exactement depuis le mois de mai de 2017. Bien avant les attaques chimiques. Bien avant les attaques chimiques. Les attaques chimiques ont été prétexte occasionnel. Oui. 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 Ça, effectivement, au niveau diplomatique, c'est... Non, je change un peu, c'est plus... Je pense que... Les États-Unis cherchent tout un tas de raisons de faire de l'espion, enfin bon... Là, je préfère pas entrer dans le débat. Souvenez-vous de Timisoara, souvenez-vous de l'Irak, souvenez-vous des bébés, enfin bon... On va battre son chien, on dit... Alors, on n'est pas prêt, pour le moment, on n'est pas prêt d'en avoir une. Ce qui est... Alors, il y a un nouveau think tank géopolitique qui vient d'être créé par, je pense, une ancienne adjointe de Hubert Védrine, donc l'ancien ministre des Affaires étrangères français, qui est futé, qui est intelligent. En tout cas, c'était son adjointe, et là, j'ai écouté sa conférence, et elle, en fait, elle dit des choses très intéressantes, mais elle dit que la Syrie, c'est un peu, aujourd'hui, ce qu'était la Yougoslavie il y a quelques années. Et je dirais d'une certaine façon, ce qu'était un peu l'Espagne en 1936. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend des pays, et c'est là-dessus que tout se règle, pas simplement d'un point de vue militaire, mais aujourd'hui en Syrie, tout le monde intervient, tout le monde est partie prenante. Je dirais, la Syrie paye les frais des affrontements géostratégiques. L'Iran, les Chinois ont des intérêts, les Russes, les Américains, les Saoudiens, les Israéliens, n'en parlons pas. Mais à partir d'une erreur de perception gravissime datant du fameux printemps arabe. Le printemps arabe. Oui. C'était qu'Assad avait trouvé. Oui. Alors, l'interprétation, la France en particulier, c'est vraiment, je dirais, pardonnez-moi l'expression, gaufré là-dessus, puisque la guerre de Syrie, ça fait 6 ans qu'elle dure. 6 ans. Au bout de 6 mois, on a ramené notre ambassadeur en disant de toute façon, Assad, il est foutu, il est plié, c'est pas la peine de laisser un ambassadeur auprès d'un Nazmin. C'est-à-dire si on maîtrisait bien la situation. Voilà. Donc, je ne souhaite pas, moi, rentrer dans le bien de fond de cette opération. Moi, mon point de vue, c'était d'un point de vue militaire, ou dire que militairement, c'est un bon point. Diplomatiquement et politiquement, je pense que c'est complètement nul. Quant à la justification morale, je vous donne ma position tout de suite, la politique, c'est pas la morale. C'est pas la morale. C'est la guerre de sécession, on aura beau faire croire que c'est contre l'esclavage que le Nord a attaqué le Sud, c'était tout simplement pour mettre en mainmise sur un État différent. Au nom de la morale, maintenant on abrite la politique, on a pris l'habitude de s'abriter. C'est pas de la morale, mais c'est même pas de la voilà. Oui, c'est de la mauvaise. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, donc j'ai donné beaucoup d'interventions, donc j'espère vous avoir appris un certain nombre de choses sur les frais, sur les missiles de croisière, sur les ondes. La missile. Pardon? Le coût d'un missile. Le coût de missile, c'est 2,8 millions d'euros. C'est sympathique, hein. Oui. 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 Presque 3 millions d'euros de missile. Oui. Ah non, pas nous. On en a envoyé 3. Enfin non, plus que ça. On en a envoyé 11 très exactement à la France. 9 par Rafale et oui, 11 pour la France. 11 pour la France. Voilà. Bien, je vous propose de passer, donc de changer d'intervenant. Je laisserai le soin de rectifier. Donc maintenant, notre second intervenant est Max Lager, qui est professeur de philosophie. Donc, il a enseigné donc, au lycée militaire d'Aix-en-Provence, mais il a également enseigné donc, en Syrie, je pense à Damas, à Alep, voilà, pendant plusieurs années. Donc, Ivan
de présenter un petit peu, vous expliquer la situation politique syrienne. Max? Il faut parler presque sur le Mon ami Philippe vous a parlé de l'attaque, de ses modalités techniques, de manière très précise. Moi, je vais vous parler de la cible, peut-être dans une autre optique, qui relèvera de la pertinence diplomatique, toute la pertinence morale concernant. Je crois qu'en politique extérieure, ce qui compte, c'est une certaine forme de réalisme. Mais malgré tout, comme il y a des enjeux humains, il faut tout de même en parler. Et ils ne sont pas contradictoires, et je le démontrerai, avec nos intérêts nationaux. C'est pourquoi j'insisterai là-dessus. Donc je vous parlerai d'abord, je souhaiterais vous parler de l'examen critique, d'abord de la désignation et de l'identification de cette cible, parce que cette cible, elle est clairement identifiée, notamment par les médias, par nos politiques, par tous ceux qui sont censés nous informer. Ensuite, je vous parlerai des raisons invoquées pour attaquer, des raisons officielles, des raisons cachées, pour attaquer la cible désignée, définie d'une certaine façon. Ensuite, je poserai la question, mais pas d'une façon léninienne ou léniniste, que faire? Envisager évidemment dans un autre sens et dans une autre optique. Et rapidement quelques perspectives d'avenir, parce que le temps court. Donc, l'examen critique d'abord de la désignation et de l'identification de la cible. Qu'est-ce que c'est que cette cible? On sait clair. Le régime d'Assad, les soldats d'Assad, l'armée d'Assad. Alors tout se passe comme si la Syrie n'était pas, n'avait presque jamais été, une société gouvernée, encore moins une nation, j'estime qu'elle ne l'est pas, mais qu'elle est devenue un agrégat, un chaos. Il n'y a plus d'Assyrien, il n'y a plus d'entité étatique, il y a Assad, je dirais un despote, au milieu du chaos, et d'ailleurs générateur absolu de ce chaos, puisque tous les morts de la guerre civile sont évidemment imputables à un seul, ira Assad. Et pas tellement cette multiplicité de djihadistes qui forment le gros de l'opposition syrienne. En un sens, c'est vrai, il y a un chaos. C'est ce que l'on appelle la guerre civile. Mais vous savez, les Syriens ne disent pas forcément, je dis parce que j'en ai Syriens, et je connais le témoignage des Syriens, notamment des chrétiens syriens, ne disent pas que c'est une guerre civile. Ils disent qu'ils se battent contre des Tchétchènes. Ils se disent qu'ils se battent contre des Marocains. Ils disent qu'ils se battent contre des Algériens. Ils disent malheureusement qu'ils se battent contre des Français. Qui ne devraient pas l'être. Et c'est cela le malheur. Mais il y a aussi quelque chose derrière la tête de nos médias, de nos intellectuels. C'est au fond l'idée que la Syrie n'a jamais existé. Que c'est une création, un artefact, qui a été dessiné par les puissances qui, après la Première Guerre mondiale, ont été les puissances mandataires, l'Angleterre et la France. Mais c'est faux. C'est faux. La Syrie a un patrimoine historique. Il est signifié par son nom antique, la Syrie, assyrien, la Syrie. La Syrie romaine, qui est l'équivalent de ce qu'était la Gaule pour nous. Les Français, il y a une Syrie romaine, avec une capitale d'ailleurs qui n'est plus en Syrie, puisque les Français, au cours du mandat, l'ont donnée à la Turquie pour prix de sa neutralité, c'est Antioche, Antakya.
Et les Syriens, à juste titre, ne sont pas contents de ce qu'on a fait. On a donné à la Turquie, Antioche, et le Sadjak d'Alexandrette, qui s'appelle maintenant en Turquie Skanderun, pour que la Turquie reste neutre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Syriens ne sont pas contents, ils ont raison. N'oublions pas qu'Antioche, capitale romaine de la Syrie, est la cité où les chrétiens furent nommés chrétiens pour la première fois. N'oublions pas aussi qu'il y a un rite qui s'appelle le rite syriaque et qui correspond bien à peu près à cette zone, à cette région qui est devenue une nation. Alors, deuxième cible, ce n'est pas une cible subjective. Les Français ne disent pas qu'ils se battent contre le Baas, la deuxième cible. Enfin, le deuxième aspect de cette cible, c'est le parti Baas. Ils ne le disent pas, mais objectivement c'est le cas, comme ça a été le cas d'ailleurs en Irak. Ils se sont battus contre le Baas. Les Américains ont détruit le Baas, ils ont eu tort. Ils auraient mieux fait de s'appuyer sur la porte du Baas pour qu'il n'y ait pas ce désordre qu'il y a actuellement en Irak, qui est abominable, par la faute des Américains. Pas tellement par leur intervention, mais parce qu'ils en ont fait ensuite. Parce que je pense que finalement Saddam Hussein était négatif, il était en train de se rapprocher des sunnites radicaux, hein, en fait, il ne faut pas l'oublier. Il avait de très mauvais rapports avec les chrétiens. Enfin. Mais il n'aurait pas dû éliminer ou abattre le parti politique, le Baas, qui maintenait le pays, qui donnait un certain ordre au pays. Bref, c'est le Baas. Alors, qu'est-ce que c'est que le Baas? C'est un parti qui a été créé, une date pas d'hier, il a été créé en 1943, par un chrétien, grec orthodoxe, qui s'appelle Michel Aflaq, et par un sunnite, qui s'appelle Salah ad-Din al-Bitar. Donc c'est un mouvement nationaliste, arabe, pan-arabe, mais pas pan-islamiste. Même si le Baas reconnaît, ou est obligé de reconnaître, que l'islam constitue la pierre angulaire du nationalisme arabe. Hein. Pour les bassistes, les Arabes forment une nation, tous les Arabes, hein, aussi bien les Arabes du Maghreb, c'est-à-dire les Arabes de l'Orient arabe, que les Arabes du Maghreb. Hein. Ils forment une seule nation, et les nations sont des provinces de la nation arabe. Alors cela a vu le jour, je ne sais pas si vous avez connaissance, vous le savez sans doute, en 1958, lorsqu'a été créée la fameuse RAU, la République arabe unie, qui a d'ailleurs été éphémère, puisque le bassiste syrien, la République arabe unie, c'était un pays qui était formé par l'Égypte et la Syrie, mais qui devait être le noyau d'une seule nation arabe. Bon, ça ne va pas durer longtemps, puisque les bassistes syriens se sont éloignés de cette perspective et ont choisi la sécession. Il en reste quelque chose quand même, c'est que toutes ces nations, la République égyptienne ou la République syrienne, s'appellent République arabe syrienne, République arabe égyptienne. C'est un souvenir, mais simplement un souvenir de la RAU, de la République arabe unie. Bon, il ne faut pas être trop... Alors, qu'est-ce que c'est que ce Baas? Je suis obligé d'en parler rapidement, parce que bon, c'est un pays donc panarabiste, c'est un parti, pardon, panarabiste, un parti socialiste, qui au départ défendait un certain pluralisme, ou feignait de le défendre, mais qui finalement sont tournés vers l'idée d'un parti unique, à cause de l'influence assyrienne. En fait, ce parti Baas est devenu quand même, parce que les idées ne comptent pas tellement, un parti d'agitateurs, qui permettait l'émergence de personnalités, souvent militaires naturellement. L'avant-dernière en date, puisque la dynastie s'est créée, c'est Assad, Hafez al-Assad, le général d'aviation
qui a pris le pouvoir en novembre 1970. Moi, je suis arrivé, ça ne me rajeunit pas évidemment, en Syrie en 1971. Assad venait de prendre le pouvoir, et ce que les gens me disaient, notamment les chrétiens, ils me disaient finalement, c'est pas si mal que ça, parce que avec Assad, on a une certaine liberté, ce qui n'était pas le cas avant. Il nous fiche la paix. Nous pouvons faire ce que nous voulons, nous avons notre liberté religieuse. Finalement, c'est un moindre mal. Bon, ensuite, la cible, c'est des objectifs aussi, pas subjectifs, puisque Macron nous dit nous ne faisons pas la guerre à ça, nous ne faisons pas la guerre. Pourtant, ce qui se faisait, ce qu'il disait, ce sont les Alaouites, Moussaïri, qui sont assimilés aux chiites. Ils sont assimilés aux chiites, mais ils sont très particuliers, les Alaouites. Ce sont des chiites qui se réclament du genre du prophète, comme tous les autres chiites. Le genre du prophète, c'est Ali. Et l'origine de la secte chiite, c'est l'assassinat d'Ali et la prise du califat par les Omeyyades. À peu près tous les chiites pensent qu'il y a un imam caché depuis 878, pas l'année de l'Hégire naturellement, 878 l'année chrétienne, qui doit revenir à la fin des temps pour instaurer le règne de la justice. Mais les Alaouites sont tout à fait particuliers. D'abord, ce sont des... Bon, ils se réclament un théologien chiite qui s'appelle Mohamed Ibn Moussaïr, et c'est pourquoi on les appelle les Moussaïri, Alaouites ou Moussaïri. Alors, pas en parler longuement, mais cette religion Moussaïri, c'est une religion un peu syncrétique. Il y a une résurgence du paganisme très islamique, même antique, avec une triade, le sens, le nom et la porte. Ana, Esson et Ba. Il y a même des éléments chrétiens dans ce sacrétisme. C'est-à-dire que Saint-Pierre, par exemple, fait partie pour les Alaouites du lignage prophétique de cette religion. Les sunnites considèrent que c'est une religion qui est très éloignée de l'islam, très éloignée du sunnisme, au point que les sunnites détestaient les Alaouites. Les Alaouites avaient une fonction tout à fait inférieure dans la société syrienne. C'était des femmes de ménage, c'était des domestiques, des hommes de main, en fait, pas grand-chose. Comment les Alaouites sont-ils arrivés au pouvoir? Ils sont arrivés au pouvoir par l'armée. Ils sont entrés dans l'armée, étant entrés dans l'armée, ils ont pris leur revanche, ils ont pris le nom du bassisme. Enfin, parce que le bassisme a une grande importance en l'occurrence, peut-être pas tellement. Bon, alors dans le deuxième temps, moi je vous parlerai des raisons invoquées pour attaquer la cible désignée. Cible désignée. Bon, c'est la pseudo-défense des droits de l'homme, définie, comme nous le savons par les médias, par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Mais vous savez, l'Observatoire syrien des droits de l'homme est situé à Londres. C'est avec une longue vue qu'il parvient à savoir ce qui se passe en territoire syrien. Et en plus, c'est un observatoire très précis. Il vous dira à l'unité près combien il y a de morts. Mais en fait, l'Observatoire syrien des droits de l'homme est plutôt au service de l'opposition syrienne naturelle. Alors, les droits de l'homme invoqués de façon hypocrite. L'Occident a choisi son camp. Ce sont les États sunnites. C'est ça le parti pris. Le parti pris de la France, c'est le choix des sunnites. On condamne les bombardements d'Assad au nom des droits de l'homme, mais on ferme, par exemple, les yeux sur les bombardements de l'Arabie Saoudite sur le Yémen, qui sont autrement plus meurtriers. On nous dit aussi que la coalition, pratiquement, n'a pas fait de morts. Autre exemple, lorsque les Saoudiens sont venus aider
dans l'état du Bahreïn, sont venus aider le pouvoir du Bahreïn, des sunnites, contre les chiites, qui sont majoritaires. Personne n'a rien dit, personne n'a mouflé. Voilà les droits de l'homme tels qu'on les invoque pour, pas pour justifier les attaques contre la Syrie. Ensuite, il y a évidemment, bon, on va parler, parce que ce n'est pas ton sujet, il y a les fameuses attaques chimiques. Ont-elles eu lieu réellement? Peut-être. Est-ce que Assad est capable, comme Saddam Hussein, il est capable de balancer des bombes chimiques? Ça, je ne crois pas que c'est la morale qui l'empêcherait de le faire. Mais l'a-t-il fait? Quand est-ce que cela s'est produit? En juillet 2013, cela s'est produit au moment, bizarrement, où les experts étaient dans les parages pour faire des vérifications. Alors là, Assad a dit, ben tiens, je vais lancer des bombes chimiques comme ça, ben, on va me taper sur les doigts. Deuxièmement, quand est-ce que les attaques chimiques se sont-elles déroulées? Au moment où Assad est parvenu à reconquérir le territoire syrien, du côté de Damas, il avait fini, mais bon, ça y est, tout était fait. Alors il s'est dit, bon, ça y est, on va bombarder, on va lancer une bombe chimique. Ça ne paraît pas tout à fait crédible. Enfin, j'en sais rien, moi, je ne sais pas, mais enfin, je ne crois pas aveuglément tout ce que l'on nous raconte, d'autant plus qu'on a su plus tard que les rebelles étaient tout à fait capables de balancer des armes chimiques ou de procéder comme à Timisoara en invoquant de faux massacres, n'est-ce pas? C'est tout à fait possible. Alors que faire? Alors que faire, c'est une question, bon, c'est la question de Lénine. Moi, ce qui me... Je pense, que faire? C'est ce qui aurait dû être fait, ou plutôt ce qui n'aurait jamais dû être défait. On n'aurait jamais dû briser les relations diplomatiques avec Assad, pour des raisons réalistes. À quoi cela nous a servi? On a rompu les relations diplomatiques. Résultat, notre rôle en Syrie, qui était pourtant un rôle historique, depuis songeons par exemple François Ier, ça il a sublime pas, les capitulations. Le consulat général d'Alep, c'était un des consulats les plus anciens. Il n'est plus maintenant consulat général. Donc, ils ont fermé, et on est passé du consulat général qui était prestigieux